Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis en compagnie de Blandine Raquel sur Radio Anthropocène au musée d'art contemporain dans le cadre de la nocturne du festival Mode d'emploi. Alors déjà, bonjour Blandine Raquel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes ici pour présenter votre dernier ouvrage « A-t-on encore le droit de changer d'avis ?» Un essai aux éditions de La Martinière que vous allez présenter. En fait, non, je viens d'apprendre que vous ne le présentez pas ce soir en musique. Vous avez changé d'avis sur le programme. Petite modification. Et également un autre ouvrage qui est Les abus gris au mille et une nuits. C'est bien ça ? Ouais. Alors, pour commencer, je voulais vous demander, plutôt que ça soit moi qui le fasse, votre présentation exhaustive, plutôt vous, de me dire qui vous êtes. Qui je suis ? Oui. Alors vraiment, je suis la pire cliente pour ça. Bon, je vais essayer de ne pas faire la maline. Je suis écrivaine. Je pense que ma colonne vertébrale, sans ambiguïté, c'est l'écriture. Ouais. Et après, à partir de ça, j'écris des romans et je lis beaucoup de romans. C'est ça que je fais de mes jours, mais j'écris aussi des chansons. J'écris des choses que j'interprète sur scène, quoi. La danse m'intéresse aussi beaucoup. Bon, je suis quelqu'un qui gravite autour du langage et qui essaye de chercher la bonne forme pour exprimer ce qui a à l'être, quoi. Voilà. Parce que vous avez aussi un groupe de musique. Oui, qui s'appelle Catastrophe. Ouais. Il tourne toujours ? Non, il ne tourne plus, mais il existe. On travaille en souterrain là un 3e disque, mais on va changer assez drastiquement de forme. On prépare un disque, il n'est pas sûr qu'on fasse des concerts comme on a fait par le passé, aussi parce que parfois pour que les choses restent en vie, il faut que leur forme change. Je ne sais pas à vous que je vais la prendre, j'imagine. Ouais, exactement. Alors si je vous ai posé cette question, c'était pas de façon anodine. Alors déjà de façon totalement prosaïque, c'est qu'on est là pour vous dresser le portrait, donc c'est plus simple si c'est vous qui le faites. Et sinon, non, c'est surtout que cette question, celle de l'identité, c'est une question qui anime votre ouvrage d'une certaine manière sur le droit de changer d'avis et aussi de changer d'avis, donc de pouvoir choisir qui l'on est. Pourquoi c'est important pour vous de choisir qui on veut être ? Alors, je ne sais pas si c'est important de choisir qui on veut être. Je pense que c'est ce que je rappelle peut-être dans ce livre qui, je le précise, est au départ à destination des 15-25 ans. Je veux dire, c'est aussi cette question-là, cette question de choisir qui on est, ce qu'on fait, pouvoir se tromper, etc. C'est des questions qui animent très fort, je pense, des gens qui ont entre 15 et 25 ans. Et dont j'espère qu'elles peuvent animer aussi des gens plus tard, parce que je pense que c'est une question centrale à tout âge de la vie. Mais je ne pense pas que j'aurais écrit ce livre sans la proposition d'écrire un petit texte pour les 15-25 ans, c'est ça que je veux dire. Et donc pourquoi ça me semble si important ? Parce que je pense que précisément on ne peut pas tout à fait choisir qui on est, parce que de fait on est NAIT, je veux dire, dans un certain corps, dans une certaine époque, on a une certaine identité, voilà, on a tout un tas de déterminismes, mais on peut choisir ce qu'on fait. Et je pense que c'est ça le point peut-être de liberté qu'on peut trouver, c'est que tout en étant très déterminé, on peut s'indéterminer en faisant des choses qui étaient peut-être pas si attendues. On n'attendait pas de nous qu'on fasse ça, et tiens, on peut le faire. Moi, c'est ça qui m'importe en fait. Parce qu'on ne se départira jamais des déterminismes qui nous cernent, qui nous enferment, qui nous asphyxient parfois. Mais on a quand même une marge de liberté dans nos actions, je le crois. Et du coup, si on continue sur cette idée-là, est-ce que d'une certaine manière, changer d'avis, donc changer la façon dont on mène notre vie, c'est pas aussi changer un petit peu la personne que l'on est ou la personne que l'on pense être ? Sans doute, mais je crois que l'être, l'être au sens ce qu'on est, l'identité en fait, pas l'être, mais l'identité me préoccupe pas tant que ça, je m'en fous un peu en fait. Okay. Donc, alors, je vais vous dire pourquoi je vous amène là-dessus. C'est que nous, on s'intéresse à un sujet actuellement sur Radio Anthropocène et plus globalement qui intéresse beaucoup de médias, c'est la question du climato-scepticisme. Ouais. Et donc, on remarque souvent la capacité des thèses scientifiques, des résultats, à faire changer les gens d'avis. Et donc, est-ce qu'à un moment, leur demander de changer d'avis juste sur la base d'un résultat scientifique, d'une analyse, d'une étude, c'est pas leur demander aussi de changer profondément ce que les gens sont, et donc c'est beaucoup trop compliqué pour eux. Sans doute qu'il y a des structures, qu'on est structuré mentalement, enfin que ça nous ébranle énormément de changer d'avis, au sens fort. Évidemment pas de changer d'avis sur dans le cadre d'une commande dans un restaurant, mais changer d'avis au sens fort. Je pense oui que ça ébranle et ça ébranle
d'autant plus qu'on assoit nos structures imaginaires, en fait. C'est-à-dire qu'on avance dans la vie, qu'on prend de l'âge, donc on ancre des choses auxquelles on croit, et ça demande un vrai effort, je pense, de se dire, ah tiens, et si j'avais tort, et si cette certitude qui m'aide à vivre, qui m'aide à me tenir, ne valait pas tant que ça. Mais dans le petit livre que j'ai écrit, je donne plein d'exemples de gens qui ont changé drastiquement d'avis, et dont ce changement d'avis leur a permis de s'épanouir dans ce qu'ils faisaient. Je prends par exemple l'exemple de Victor Hugo, qui a mis 17 ans à écrire Les Misérables. Qui est quand même énorme, cette information, on la connaît peu, je trouve. Donc il a mis 17 ans à écrire Les Misérables. Quand il commence à écrire Les Misérables, il est conservateur, vraiment à droite toute, voilà, vraiment conservateur. Et puis il écrit, donc aussi évidemment dans son langage, dans sa manière de faire récit, passe ses conceptions du monde, des conceptions politiques, etc. Bon. Il écrit, du temps passe, il s'engage en politique de plus en plus, etc. 17 ans après, il a viré à gauche, toute. Donc c'est un changement assez radical sur l'échiquier politique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que son livre, Les Misérables, il reprend à son compte des choses qu'il avait écrites quand il était conservateur. Donc il les reprend quand il finit Les Misérables 17 ans après, mais en disant un conservateur en ce temps-là disait, un conservateur pensait. Et en fait, c'est ses propres opinions, mais qu'il reprend à son nouveau compte, quoi. Et c'est ça qui fait la richesse des Misérables, je pense. C'est ça qui fait la force de contradiction, le fait qu'on est tous concernés, tous et toutes concernés par ce livre quand on le lit, c'est qu'en fait il y a une richesse de points de vue. On sent qu'il n'a pas eu peur d'une certaine manière aussi de se salir les mains en adoptant des points de vue différents, parce que c'est ça aussi, changer d'avis, c'est prendre le risque de peut-être de donner du crédit. Peut-être après on l'abandonnera, mais donner du crédit pour un temps en tous les cas à une idée qui nous semble quand même vraiment outrancière, vraiment très loin de tous nos principes, voilà. Et donc lui quand même, c'est en faisant ça qu'à la fin on aboutit aux Misérables, qui est quand même une œuvre majeure. Je trouve que c'est un exemple intéressant de montrer aussi combien c'est pas il s'agit pas de lâcheté en fait dans l'idée de changer d'avis. Je trouve que cet exemple le montre bien. C'est au contraire avoir le courage en fait de comprendre pourquoi on a pensé ça, maintenir ce qu'on pensait, passer à autre chose, se dire ah oui en fait j'amplifie, j'ajoute quelque chose et voilà et je change, et au fur et à mesure tous ces changements sans doute font de ma pensée quelque chose de plus puissant que ça ne l'aurait été si j'étais restée à l'avis premier et qui n'a pas pris de risque en fait Vous dites que c'est prendre un risque, c'est effectivement aussi prendre un risque par rapport aux autres, c'est-à-dire de se présenter aux autres comme quelqu'un qui a changé d'avis, donc qui se contredit d'une certaine manière. Ouais. Est-ce que ça c'est pas compliqué? Alors ça dépend. Moi j'ai fait de la contradiction quelque chose de ludique que j'assume complètement, quoi. C'est-à-dire que on se contredit en permanence. De fait, c'est même ça qui nous rend touchants, je pense. Encore une fois, moi, je suis romancière, donc je pars du minuscule, de ce qui nous touche, des émotions, du sensible, on va dire. Et par exemple, quand on dessine un personnage de roman, quand on structure un personnage de roman, il me semble qu'on cerne bien le personnage quand on a cerné sa contradiction, la contradiction profonde qui l'anime. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a l'air méchant. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est pas qu'il soit méchant sur toute la ligne. Bon, je fais comme si je parlais à des enfants, mais je veux dire, quand on trouve une caractéristique forte pour un personnage, pour ne pas qu'il devienne un archétype, l'important c'est de lui trouver sa contradiction. Et c'est à partir de là, à partir du moment où qu'il devient humain en fait, qu'on a l'impression que le personnage prend vie et que c'est plus seulement un archétype, c'est plus seulement quelque chose de papier, voilà, que la personne prend vie. Donc moi, la contradiction, je l'appelle d'une certaine manière de mes voeux, parce que c'est ça qui me touche chez les gens. C'est quand je cerne l'endroit de conflit, l'endroit de bataille, l'endroit où c'est vivant en fait. Moi, je cherche pas du tout à évacuer le conflit, c'est quelque chose dont il est question aussi dans ce petit texte. Le conflit, en fait, c'est aussi un endroit où ça vit, ça grouille, c'est voilà. La question, je pense, qui est derrière celle que vous posez, c'est la question de la lâcheté. Parce qu'on a l'impression que se contredire, ça va nous faire apparaître comme quoi mou, lâche, un peu pas très déterminé au sens d'avoir de la détermination, pas convaincu, pas. Et de fait, ça peut être le cas. Je veux dire, ça peut être le cas. Ça peut être aussi. Moi, je ne brandis pas le changement d'avis comme. Évidemment que changer d'avis en permanence, c'est être girouette d'une certaine manière. Oui. Mais changer d'avis, tel que je le définis, c'est changer d'avis au sens fort, c'est-à-dire que
pour changer d'avis, encore faut-il s'être constitué un premier avis. Sinon, il n'y a pas de changement, en fait. Il y a juste une oscillation constante. C'est pas tout à fait la même chose. Moi, c'est pas tout à fait un éloge, même pas du doute, même si je pense que le doute est indispensable pour penser. Mais c'est pas tout à fait ça que moi, c'est vraiment prendre le risque au sens fort de se dire, mais cet avis que j'ai depuis 10 ans, qui est ancré en moi, putain, je viens d'entendre un argument qui va à son... que vraiment je trouve convaincant. Cet argument-là, je le trouve convaincant. Et il remet en branle cet avis que je m'étais forgé. Et à ce moment-là, est-ce que j'ai le courage d'entendre l'argument en face, quoi ? Et en effet, est-ce que j'ai le courage de me contredire ? Moi, j'estime qu'il y a un courage là-dedans. Quand il s'agit vraiment quand il s'agit d'assumer quelque chose qui a été travaillé, pas quand on le fait par politesse ou pas quand on le fait par... Oui, bien sûr. Ouais. Mais ouais. Et puis ensuite, de continuer à argumenter autour de cet argument fort et de complètement se contredire sur ce qu'on a pu prôner auparavant. Et prendre ce risque, et ça peut être aussi, je sais pas, ça peut être dans le cadre d'une discussion... prendre le risque pendant 1 heure et à la fin, en fait, non, on va voir que finalement on a pris le risque de prendre le parti adverse. Eh ben non, ça s'effondre et on reprend notre parti, mais il est solidifié, notre avis initial, quoi. Je pense qu'il faut pas avoir peur, de se salir les mains. Et si on prend un peu de recul, mais de hauteur, regardez cette vision du changement d'avis peut-être sur un plan plus politique ou sociétal. Quel est votre regard, vous, sur la société aujourd'hui et sur le débat public et sur le débat politique, sur ces personnes qui parfois changent d'avis comme de chemise, parfois maintiennent des avis même s'ils ne sont pas tenables. Comment est-ce que vous voyez ça ? Je vois moins de gens changer d'avis comme de chemise, sincèrement, autour de moi et dans les médias, que de gens maintenir coûte que coûte leur position, ce que je peux entendre dans une logique de lutte, dans une logique guerrière. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, la lutte et la guerre, mais dans ces deux logiques-là, je peux complètement l'entendre. Ce que je regrette peut-être dans le rapport interpersonnel, parce qu'en fait, il me semble que pour les grands enjeux de notre temps, dont l'enjeu climatique, on ne peut pas faire autrement que de faire corps commun à un moment. Si on veut vraiment le porter à la hauteur de l'enjeu, il va falloir qu'on soit plus nombreux que ce qu'on est actuellement à croire à cette urgence. Et pour croire à cette urgence, il me semble qu'il va falloir quand même faire avec des gens dont on ne partage peut-être pas, j'en sais rien, des terminologies linguistiques, dont on n'est pas tout à fait d'accord avec leur manière de... J'appelle, c'est vrai, moi, dans ma vie personnelle, plus de d'attention à ce que dit l'autre, ne pas partir directement dans l'idée que l'autre est un... Et surtout celui qui bizarrement nous ressemble est un ennemi, en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est la différence entre l'ennemi et l'adversaire. L'adversaire, c'est intéressant. Parce que l'adversaire, il y a quelque chose qui est... l'idée d'avoir des adversaires, il y a quelque chose qui est vivant. On cherche à quoi à le combattre, à le convaincre, enfin, ce mot-là, adversaire, est dans le registre de quelque chose qui reste vivant. L'ennemi, normalement, il n'y a pas de discussion possible avec l'ennemi. Et oui, j'entends que certains ennemis, j'entends que certains ennemis à très haute fonction, position, j'entends qu'à un moment, en fait, pour les réveiller, à certains moments, je pense qu'une certaine forme de violence est la seule possibilité, en fait, parce que le dialogue est coupé, parce que certains nous refusent le dialogue. Mais tant que le dialogue reste possible, tant qu'on est avec des gens qui sont quand même de relative bonne foi, c'est vrai que ça m'attriste un peu les positions d'emblée, enfin guerrières de principe, alors qu'on est en fait parfois on aurait la possibilité de je sais pas, d'être de bonne foi, de vraiment discuter et de trouver la vie. Peut-être qu'en fait aucune des deux personnes n'a tout à fait la bonne opinion, et qu'en fait on pourrait trouver un troisième terme, mais pour trouver ce troisième terme, encore faut-il partir du principe que les deux personnes en face qui croient ne pas s'entendre peuvent quand même un peu s'écouter, s'entendre, faire confiance à ça, à l'entente, en fait. On espère qu'ils vont écouter cette interview et qu'ils seront touchés par ça et qu'ils changeront un petit peu plus d'avis, ou en tout cas qu'ils arriveront à s'écouter et à s'entendre les uns les autres. Et justement, sur ce moment politique comme ça qui est un petit peu exacerbé, qui n'est pas très nuancé, en quoi pour vous c'est intéressant et c'est important d'écrire un ouvrage qui s'adresse à la jeunesse, justement aux 15-25 ans, comme vous le disiez tout à l'heure ? Parce que je pense que c'est des âges où quand même tout est encore en l'air. Ça peut aller dans toutes les directions. Et parfois,
par crainte de cette liberté, enfin, l'envers de la liberté, c'est l'angoisse, quoi. Ces deux choses vont toujours ensemble. Et je pense que c'est un âge, entre 15 et 25 ans, où on est à la fois extrêmement libre, au sens où voilà, on pourrait prendre tout un tas de choix, extrêmement angoissé, pour cette même raison, parce qu'on est extrêmement libre. Et que moi, j'avais quand même l'impression, à cet âge-là, d'être cernée par des adultes qui me répétaient en permanence « plus tard, tu verras, plus tard, tu feras ça », qui avaient quand même des espèces de mines assez définitives, qui semblaient me dire qu'en fait, déjà, toutes les vies allaient dans une sorte de même direction, j'aurais la même vie qu'eux, et qui semblaient me dire que chacun des choix que j'allais opérer allait tracer de manière irrémédiable et définitive ma vie. En vieillissant relativement, j'ai 32 ans, mais je me rends compte quand même que la vie, elle est quand même bien plus trouble, complexe, surprenante que ça, et que vivre avec le trouble est peut-être souhaitable, plutôt que de le régler en fait, plutôt que de régler le conflit, enfin je veux dire plutôt que d'enterrer le conflit. Vivre avec le conflit, vivre avec l'inquiétude, vivre avec le trouble et se dire en fait on peut faire de ça, de cette chose qui nous met pas à l'aise, on ne sait pas exactement, on est en conflit, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment agir, n'en déduisons pas qu'on ne peut pas agir. Essayons de trouver. Et voilà. Et donc ça sur un plan individuel, mais à une échelle plus collective et plus politique aussi, vivre avec l'incertitude en fait. Je pense qu'on en a besoin, sans doute plus que jamais aujourd'hui. Et donc voilà, quand on m'a proposé d'écrire un petit texte pour les 15-25 ans, je me suis dit tiens moi quelle était et même quelle est aujourd'hui la question qui m'anime le plus et le plus sincèrement et le plus dans ma solitude le soir quand je m'endors, c'est ça, la tentation de résoudre l'incertitude en la faisant taire, quoi, en l'asphyxiant. Et je pense qu'apprendre à vivre avec l'incertitude va nous servir dans les années qui arrivent. C'est pas grave de ne pas être sûr de soi et de pas... Non, et même de manière générale, on vit dans un monde qui est pétri d'incertitudes. Enfin, on sait pas ce à quoi ça ressemblera dans 10 ans. Et face à ça, on peut en fait se dire l'incertitude c'est inquiétant, c'était mieux avant. Ça peut être une solution numéro 1, quoi. Ça peut être l'incertitude nous fait peur, donc je choisis de m'adonner à une spécialité et je ne regarde plus rien à ce qui est autour de... Voilà. En fait, on peut essayer de trouver, par une angoisse terrible en fait, de vivre dans l'incertitude, on peut chercher des espèces de solutions qui nous rassurent, qui nous sécurisent, mais qui peut-être nous dévitalisent. Parce que moi, je crois qu'il y a de la vitalité dans le fait d'être incertain. Et j'appelle cette vitalité de mes vœux. Non, mais cette incertitude de mes vœux, oui, quelque chose comme ça. Voilà. Bon. Alors, pour finir, je vais être obligé de vous la poser la question, mais c'est quand la dernière fois que vous avez changé d'avis ? C'est pas facile. La dernière fois que j'ai répondu à ça, j'ai regretté parce que c'était un avis. Non, mais c'était parce que. Vous tendez le bâton aussi en même temps, c'est dans le bouquin. Bien sûr. Ouais. Oui, mais en fait, c'est tellement lent et. Bah oui. Je pense quand même que c'est à propos de la prison. Ouais. Je crois que longtemps, je remettais pas tellement en cause l'existence de la prison telle qu'elle existe. Ça me paraissait un peu de soi, en fait, que des gens qui avaient commis des crimes, des délits qui étaient objectivement... qui avaient fait du mal, ça me semblait un peu évident. Et j'ai changé d'avis à ce sujet. Si je me trompe pas, vous avez animé des ateliers en prison, c'est ça ? Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Je suis arrivée, en fait, à... conclusion qu'ont à peu près tous les gens qui travaillent en prison, qui est que telle qu'elle est pensée aujourd'hui, la prison empire les maux qu'elle prétend résoudre, quoi. Et qu'en fait, que c'est surtout des logiques vengeresses, en fait, des logiques de justice immédiate et vengeresse, oui, et que sans doute que la vengeance n'est pas ce qui solde le problème. Et bon, voilà. Et surtout, il y a d'autres possibilités, en fait, que l'enfermement. Il y a d'autres manières de faire. Et ça, je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais pas... c'est aussi quelque chose que j'avais pas complètement pensé. Donc, est-ce que c'est vraiment un changement d'avis ? C'est plutôt un changement de truc un peu inconscient. Mais si on m'avait demandé, je pense que ce que je pensais, j'en sais rien. Prise de conscience, en quelque sorte. Oui, qu'est-ce qu'on fait suite à une agression sexuelle ? Est-ce que la personne doit aller en prison ? Aujourd'hui, je pense que je ne répondrai plus oui, évidemment. Je répondrai même non.
mais par contre, évidemment, je n'incite pas du tout à l'impunité. Hein. Mais c'est juste il me semble que c'est pas une... Voilà, donc c'était une réponse. Un exemple de débat dans lequel la nuance est rarement de mise entre le refus de la prison et l'impunité, c'est pas forcément la même chose. Effectivement. Ouais. Et puis ça, c'est vraiment, la prison, c'est vraiment un truc qui typiquement clive selon les âges, selon les générations, et c'est très difficile d'en parler parce que, typiquement, très vite, en fait, ça va à la guerre immédiate, quoi. L'un a dit oui, l'autre a dit non, et c'est très difficile d'avoir un débat là-dessus. Alors que je suis assez convaincue que si on avait le temps, si les personnes qui sont dans une logique plutôt anticarcérale avaient le temps vraiment de développer ce qu'elles veulent dire par là, en fait, beaucoup plus de gens auraient vu seraient convaincus, mais c'est juste qu'il y a une sorte de manque de temps et d'écoute. Et d'écoute, oui. Ouais. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Blandine Raquel, d'être venue avec nous. À vous. Je rappelle que vous avez publié A-t-on encore le droit de changer d'avis aux éditions de La Martinière et Les Abus-Gris aux éditions des Milliers et une Nuits. Un grand merci et à bientôt sur Radio Anthropocène. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.